C'est Julien Ponce et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va reparler de DxO Photolab. Comme chaque année à l'automne, Photolab est mis à jour. On a cette année en 2021 la version 5 avec on va dire 4 nouveautés principales. La première, c'est le support des capteurs X-Trans de la marque Fuji, donc tous ceux qui ont des boîtiers Fuji et qui ne pouvaient pas jusque-là utiliser DxO, puisque en gros c'est pas un système de débayerisation pour ceux qui veulent entrer un peu dans les détails. Chez Fuji c'est un autre système, c'est un peu les seuls à faire ça, et DxO n'a pas vraiment supporté ce système jusque-là, ça a pris un peu de temps, mais c'est fini, ça y est, c'est enfin supporté, et il y a enfin maintenant des améliorations au niveau des mots-clés pour faire des hiérarchies de mots-clés et le support des données, des métadonnées IPTC, un nouveau système de contrôle de points et enfin une grande amélioration de la réduction du bruit G'. Je vous invite à voir tout ça avec moi, c'est parti. Alors cette année dans Photolab 5, on a le support des métadonnées IPTC que l'on peut enfin synchroniser et on a le support des hiérarchies de mots-clés, ce qui n'était pas le cas avant. Les mots-clés d'ailleurs sont arrivés assez tardivement dans DxO Photolab. Donc le but, je pense, par DxO, c'est d'essayer de combler petit à petit les gros manques en ce qui concerne le tri des fichiers. Je suis pas sûr qu'un jour on ait des fonctions aussi étendues que le catalogue de Lightroom, puisque c'est pas tellement le but du logiciel à la base, mais on va quand même voir de quoi il en retourne. Donc en fait, quand je vais aller, par exemple ici sur la gauche, je vais retrouver déjà des dossiers favoris, des dossiers partagés, les fameux projets qui ont été ajoutés, il me semble, dans Photolab 3 ou quelque chose comme ça, donc c'est pas quelque chose qui était là depuis le tout début, et qui en fait permettent, c'est en gros un gros dossier dans lequel on met des trucs dedans, quoi, ce qu'on appelle des projets, c'est pas vraiment un catalogue non plus. Et on a ici donc, dans appareil, juste en fait un explorateur, quoi. Alors quand je clique sur catalogue, ici, si je double-clique dessus, je vais avoir la liste des images. Alors c'est une liste d'images qui me sert en fait pour mes tutos, c'est pour simuler un catalogue si vous préférez. D'ailleurs ces images, je les ai importées dans un catalogue sur Lightroom qui est ici. Vous allez voir justement que avec le support des métadonnées IPTC, on peut synchroniser des trucs entre les métadonnées de Lightroom et celles de DxO. Je vais vous montrer un petit peu comment ça fonctionne, quoi. Donc c'est pour ça que je vous ouvre exactement la même chose. Vous voyez, c'est le même fichier catalogue qui a été importé. Alors dans Photolab, on ne peut pas vraiment importer un catalogue. On va juste parcourir un dossier. Donc là, vous voyez que petit à petit, j'ai des icônes avec les deux flèches qui disparaissent. Ça veut dire qu'il est en train de calculer les images pour l'aperçu. D'ailleurs, Lightroom est en train de faire pareil. J'ai les importés juste avant de commencer à enregistrer. J'ai création des aperçus 1 pour 1, c'est-à-dire en gros la création des vignettes d'après les images. Et si je zoome à taille 100%, je vais ne pas attendre si ces images ont déjà été calculées. Là, il est en train de le faire, ça prend plus ou moins de temps. Donc là, je travaille sur un SSD et accessoirement, du coup, il y a les deux logiciels qui sont en train de le faire sur les mêmes images. Mais en général, c'est surtout une question de puissance machine, en fait, puisqu'il faut calculer des vignettes. C'est surtout ça qui prend du temps, mais c'est vrai que le débit du disque est important. Si vous travaillez encore sur un disque dur, à plateau, là vraiment vous risquez de souffrir un petit peu, et ça peut prendre beaucoup de temps. Autre chose, vous voyez que puisque je suis entré dans un dossier, j'ai 7 fenêtres qui s'affichent. Si vous connaissez DxO, ça va pas vous choquer, mais en fait, à chaque fois qu'il va rencontrer un ensemble de boîtiers plus optiques, il va me permettre de télécharger un profil. Et DxO est très connu pour ça, c'est-à-dire qu'en fait, ils vont analyser tous les boîtiers et tous les objectifs, constituer une base de données de leurs défauts, c'est-à-dire en gros est-ce qu'il y a des torsions, est-ce qu'il y a des choses à corriger sur par exemple les aberrations chromatiques. Ça permet en fait avant même de commencer le développement d'avoir déjà l'interprétation du fichier brut la plus fidèle possible, en tout cas celle qui corrige le plus de défauts, on va dire matériels possible. Si on sait que tel objectif à tel endroit sur tel angle, à cause de la lentille, de la façon dont elle est fabriquée, il y a par exemple un petit peu de vignettage, ou s'il va tordre un petit peu, et ben on va pouvoir le corriger. Donc c'est pareil dans Lightroom, il faut l'activer manuellement dans Lightroom, mais l'avantage de DxO, c'est qu'en fait, ça ne fonctionne pas par appareil puis ensuite par objectif, ça fonctionne par les deux, c'est-à-dire que c'est vraiment des profils couplés, c'est-à-dire que là par exemple, j'ai en fait un modèle de correction qui s'applique au 6D lorsqu'il est monté avec un Canon EF 50 1.4. Donc je vais cliquer sur télécharger, et ici, hop, je vais avoir téléchargé mon image. Télécharger le profil pour mes images qui contiennent le profil. Donc ici, lorsque vous avez cette petite croix, c'est que vous n'avez pas de connexion internet ou alors le profil n'a pas pu être téléchargé. Sinon, en fait, elle ne s'affiche pas. Donc si par exemple, vous travaillez en hors ligne, vous ne pouvez pas télécharger les profils et c'est pas grave, vous pouvez cliquer sur fermer. Donc là, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai condamné l'accès pour vous montrer de quoi il en retourne si jamais ça arrive.
comme ça vous le savez. Si jamais vous travaillez comme tout le monde en ligne, vous n'aurez pas évidemment la petite croix rouge, vous aurez en fait une petite coche verte, et je vais juste faire une coupure pour vous montrer ce que ça donne une fois qu'on le corrige. Lorsque par exemple vous êtes dans le train, vous voulez commencer à faire vos corrections, et vous perdez la correction, vous ne pouvez pas télécharger le profil, vous pouvez cliquer sur fermer, mais si vous cliquez sur réessayer parce que vous avez récupéré la connexion, vous allez voir ce qui se produit. Donc là maintenant je suis sûr d'être connecté à internet et que DxO puisse télécharger ces profils. On va cliquer sur réessayer et boum, hop, vous avez vu les 3 petits points et la petite coche verte dont je vous parlais, donc il n'y a pas de problème. On a maintenant notre profil. Cette fenêtre s'affiche automatiquement. Si elle vous dérange, vous pouvez décocher la case. Et comme ça, lorsqu'il rencontre un profil qui n'a pas été téléchargé, il ne vous embête pas avec. Et donc c'est à vous de faire la démarche, de télécharger le profil qui convient bien. Donc maintenant, je crois que je suis pas loin d'avoir importé tout ce qu'il me faut. Il y a juste un nouveau truc que je veux vous montrer quand même avant, parce qu'on est dans des cas un peu particuliers, mais quand même. Ici, vous voyez que j'ai des images avec un point d'interrogation. Alors en fait, ça, ce sont des CR3. Des fichiers bruts, peu importe que ce soit des CR3, faut pas se focaliser là-dessus, mais en fait des fichiers bruts qui ont été endommagés. Malheureusement, des fois ça arrive sur des cartes mémoire qui sont un peu vieilles, ou si vous avez des problèmes de transfert quand vous déchargez votre carte, vous pouvez avoir des fichiers illisibles, et c'est comme ça que ça apparaît dans DxO. Dans Lightroom, en fait, quand il va importer, il va vous jeter, il va juste vous dire, bah, tu sais quoi, c'est pas possible, je peux pas le télécharger, enfin, je peux pas l'importer. DxO, lui, vous l'affiche quand même, parce que c'est bien présent sur le disque dur. Encore une fois, il faut bien penser que Lightroom a une logique de catalogage. On lui donne l'emplacement et ensuite il met ça dans sa base de données. DxO, lui, ne fait que parcourir le dossier, donc c'est pour ça qu'il vous affiche une vignette avec un point d'interrogation, là où Lightroom, en fait, va importer tout le reste, et ce qu'il ne peut pas importer, il vous envoie une fenêtre en vous disant, ben, j'ai pas pu l'importer, et maintenant, du coup, je te le montre même pas dans le catalogue. Donc c'est pour ça que c'est différent. Et vous voyez que j'en ai quelques-unes ici, j'ai quelques images qui ont eu un problème au moment du transfert, ce qui arrive, encore une fois, si vous avez une carte mémoire endommagée. Je voulais juste vous le montrer, c'est un cas particulier, mais voilà, c'est un catalogue, encore une fois, que je me suis fait, qui sert pour les tutos, donc du coup au passage j'ai mis des images endommagées, comme ça au moins vous pouvez savoir comment ça marche. Donc en gros on a notre dossier qui est dans DxO, et j'ai sur la droite ici, donc évidemment dans le module Photothèque bien sûr, qui est le module de tri, j'ai l'accès maintenant à ce panneau IPTC. Et alors le truc qui est cool, c'est quoi? C'est que maintenant on peut par exemple mettre des renseignements dans ces données IPTC, et donc je vais faire un truc tout bête, c'est que je vais prendre par exemple cette image, donc la 2332, et je vais mettre créateur, je vais mettre mon nom tout bêtement, Julien Ponce. Ok, je vais cliquer sur sur enregistrer, je vais enregistrer, pardon, putain la vache, et je vais valider avec entrée. Donc on va appuyer sur entrée, voilà, vous pouvez passer avec tab à la suite éventuellement, ou cliquer ailleurs. Donc la 2332, elle a maintenant un créateur. À chaque fois que je vais ouvrir cette image dans DxO, enfin parcourir ce dossier et la regarder dans DxO, je vais avoir Julien Ponce. Maintenant, le truc, c'est que si je vais dans Lightroom classique et que je vais dans le 2332, déjà créateur, il est resté vide. Et si je vais dans métadonnées, que je vais lire les métadonnées depuis le fichier et que je lui dis, vas-y, remplace les métadonnées actuelles, vous voyez que ça se met pas à jour. Alors il y a un truc, en fait, il faut, exactement comme Lightroom d'ailleurs, aller activer la synchronisation des métadonnées avec des fichiers annexes au format XMP. C'est-à-dire qu'en gros là, cette information que je lui ai donnée, elle n'est que dans la base de DxO Photolab, mais elle n'est pas écrite dans un fichier annexe. Donc tout autre logiciel qui tente d'y accéder, bah en fait il verra rien, parce que il n'y a que DxO qui est au courant qu'il a mis une métadonnée là-dedans. C'est assez normal que Lightroom classique ne puisse pas lire la base de DxO, et d'ailleurs inversement. Donc il faut dire à DxO d'écrire à tout ce qu'il fait dans un truc, un fichier annexe, que les autres logiciels vont pouvoir lire, et Lightroom fait pareil. Donc on va voir comment on fait dans DxO, on va aller dans les préférences, et on va aller chercher dans Avancé. Vous avez ici, voilà, synchronisation des métadonnées, et c'est pas le cas par défaut, ce qui est quand même un petit peu embêtant. Donc on va cliquer sur toujours synchroniser, on va cliquer sur OK, et on va cacher les préférences. Donc on va même mettre ça d'ailleurs dans, allez, on va faire un coup de créateur, hop, je vais mettre mon nom dans un autre fichier, donc le 2333 et donc le 2332, et donc je sais que maintenant, dans les fichiers XMP qui sont au même endroit que mes fichiers ici CR3, j'ai un truc qui va dire que, hop, dans IPTC, j'ai mis un renseignement dans le champ créateur. Et maintenant, quand je vais aller dans Lightroom, on va prendre un de ces deux fichiers, peu importe, hop, vous voyez déjà, tac, ici, on a cette petite icône qui dit, ben, le fichier a été mis à jour. Donc on prend le 2333, voilà, par exemple, on clique sur lire les métadonnées depuis le disque, donc du coup ça écrase ce qu'il y a dans le catalogue Lightroom, ça va remplacer ce qu'il y a dans le catalogue de Lightroom, c'est-à-dire pour l'instant rien, et on met importer les paramètres depuis le disque. Et en important les paramètres depuis le disque, ben hop, là je retrouve le Julien Ponce que j'ai mis en créateur.
et ça marche dans les deux sens. Mais pour que ça marche dans les deux sens, il faut aussi que je synchronise les données XMP avec Lightroom, qui par défaut d'ailleurs n'a pas le même comportement, enfin a le même comportement justement que DxO et n'a pas la possibilité d'aller lire ce que fait DxO dans sa base de données. Donc il faut passer par en gros ce système de pont qui permet d'écrire des données dans un fichier annexe que les logiciels peuvent lire, s'interlire si vous préférez. Donc maintenant que j'ai activé ça, je vais prendre par exemple la 2334 et je vais faire pareil, je vais mettre Julien Ponce et je vais mettre ville et je vais en rajouter un deuxième, je vais mettre Paris. Et je vais cliquer sur, je vais appuyer sur entrée plutôt que de cliquer. Donc là je sais que j'ai ajouté des métadonnées sur le 2334. Donc maintenant je vais retourner dans DxO, je vais aller sur le 2334, je clique et boum, vous voyez que les métadonnées ont été synchronisées. Donc la seule différence c'est qu'une fois que les synchronisations sont activées dans les deux sens, en fait DxO lui il lit et écrit tout de suite, là où Lightroom à la lecture va demander une confirmation. On va encore faire un autre exemple, on va prendre donc la 2335, on va mettre créateur fonction photographe, on va rajouter un truc et on va mettre ville Paris, donc sur la 2335, et quand je vais aller dans Lightroom sur la 2335, en fait il faut demander à Lightroom de lire les métadonnées depuis le disque. Donc on va dire par exemple métadonnées, lire les métadonnées depuis le fichier, et hop, ça s'est mis à jour. Alors que DxO, dès que c'est mis à jour de l'extérieur, il l'affiche en fait, c'est juste le petit truc qui diffère, quoi. Mais maintenant, on a une synchronisation qui est bidirectionnelle. Il faut juste penser dans DxO à activer l'écriture des fichiers annexes au XMP, et pareil dans Lightroom si vous voulez le faire travailler avec Lightroom par exemple. Je sais que c'est le cas de beaucoup d'entre vous qui utilisent DxO pour ses capacités intéressantes de développement, de correction optique et de débruitage, mais qui continuent à utiliser Lightroom pour le catalogage. Si vous êtes à un moment que sur un poste où il y a DxO, que vous, par exemple vous avez importé un dossier, une carte SD, et vous commencez à développer ou à ranger même avec DxO, avant de rentrer chez vous sur votre bureau où vous avez Lightroom et votre catalogue principal, et ben c'est cool parce que vous pouvez commencer à trier déjà, vous pouvez commencer à mettre des images clés. Donc l'autre nouveauté de Photolab 5 en ce qui concerne les métadonnées, c'est le support étendu des mots-clés qui était introduit dans une version antérieure mais qui est maintenant étendu à une hiérarchie de mots-clés. Donc maintenant on peut ajouter un mot-clé, ça n'a pas bougé, mais on a maintenant la liste. Et donc on va pouvoir par exemple faire une hiérarchie. Donc je vais évidemment simuler ici, je vais prendre toutes ces images et arriver à peu près, je suis en train de regarder ce que j'ai en stock, on va aller jusque là. Et on va dire que ces images, c'est des images de paysages, ok, virgule, que c'est la Bretagne, et que c'est, donc je mets une virgule à chaque fois à la mer. J'appuie sur entrée, ici vous voyez que j'ai une petite alerte qui m'indique qu'il ne peut pas en fait ajouter ces mots-clés comme ça, vous allez voir l'explication. En fait, où il vous faut séparer les mots-clés avec des caractères valides. Ici la virgule n'est pas valide, et si je fais un espace, je vous montre juste ce truc là parce que moi ça m'avait quand même beaucoup agacé par rapport à Lightroom, mais si je fais un espace et que je fais sur entrée, il a ajouté les trois d'un coup. Donc si vous avez le réflexe, et ça n'a toujours pas été corrigé, de rajouter avec des virgules, ce qui est quand même en général ce qu'on fait avec des mots-clés, ça va pas marcher. Donc ici je vais juste faire paysage, hop, appuyer sur entrée, c'est la Bretagne, appuyer sur entrée, c'est la mer, appuyer sur entrée. Et le truc c'est que maintenant on peut dire que, on peut faire des hiérarchies. On peut dire par exemple que dans paysage il peut y avoir la Bretagne et il peut y avoir aussi la mer, et que tous les paysages ne sont pas forcément en Bretagne et ce n'est pas toujours évidemment forcément de la mer, mais que par contre Bretagne et mer c'est dans ce cas ici toujours des paysages. Bon, on pourrait aussi mettre Bretagne pour des portraits par exemple, mais bref, là il suffit d'imaginer comment vous voulez vous organiser, mais maintenant vous pouvez vous organiser vraiment comme vous voulez. On pourrait mettre par exemple dans Bretagne le nom de certaines villes par exemple. Donc si vous mettez Saint-Malo, en l'occurrence c'est pas le cas, donc il faut que je fasse attention, ici j'étais pas à Saint-Malo, et pour être honnête, je ne sais plus où j'étais, mais on va cliquer sur, enfin appuyer sur entrée plutôt. Je pourrais mettre par exemple que dans Bretagne, il y a Saint-Malo, et donc j'ai une structure maintenant qui s'ajoute facilement. Donc ça c'est évidemment assez pratique, puisque on va pouvoir par exemple prendre d'autres fichiers, les sélectionner, et ensuite vous avez, vous le voyez ici, des cases à cocher, et vous cliquez par exemple sur Bretagne et il va automatiquement du coup ici ajouter paysage. Donc vous pouvez vous faire toutes vos structures de données et évidemment du coup ça vous permet de mieux trier vos images et de pouvoir les retrouver plus facilement. Parmi les nouveautés de DxO Photolab 5, on a une amélioration dans les réglages locaux, en particulier avec les points de contrôle. Donc quand on clique dans réglages locaux, on va pouvoir faire un clic droit
Et en fait, on va pouvoir choisir parmi différents types de masques. Donc on a un pinceau, un masque automatique, un point de contrôle, c'est d'ailleurs un des points forts de DxO, c'est qu'on clique sur une zone et en fait vous voyez qu'il va faire une sélection à partir de cette zone et on va pouvoir en ajouter plusieurs pour par exemple étendre le résultat. On peut par exemple ici augmenter la taille de la zone. Ici pour sélectionner le ciel on pourrait appuyer sur Alt et dire qu'il y a des trucs qu'on ne veut pas prendre, comme par exemple ici protéger plutôt le premier plan et la maison pour être sûr que ça ne vienne pas dans la sélection. Mais vous voyez que ça se fait à base d'un filtre, enfin d'un masque qui est radial, c'est-à-dire d'un point A à un point B, mais sur un cercle. Et c'est peut-être pas forcément ce que je veux. Donc si je clique sur mon point et que je l'efface, on va utiliser la nouveauté ici qui va être de faire un clic droit et de passer en fait par la ligne de contrôle. Ça correspond au filtre gradué de Lightroom, c'est-à-dire qu'on va faire une ligne par exemple de haut en bas. Et ici j'ai envie de booster un petit peu les bleus par exemple. Donc vous voyez ici que j'ai quand même une partie du premier plan qui a été sélectionnée. Donc je vais faire Alt et je vais protéger en glissant là aussi une ligne de contrôle qu'on va mettre plutôt dans ce sens là par exemple pour correspondre au premier plan. Hop, on va la glisser. Si je clique ici, je vais pouvoir déplacer ma pipette dans une zone de référence qui va être plutôt donc le ciel en sélectionnant des bleus. Donc ici ce qui est blanc est sélectionné, ce qui est noir ne l'est pas. Et je vais enlever afficher le masque. Et maintenant à partir de ça on va pouvoir par exemple aller chercher les hautes lumières et les baisser un petit peu. On va pouvoir aller chercher les couleurs et prendre les vibrances et les monter. Et vous voyez que j'ai un moyen très complémentaire de venir faire un réglage local qui n'est pas sur une ellipse mais qui est sur un filtre gradué et on peut les cumuler. Donc c'est quand même pas mal de pouvoir travailler notre masque. Si vous voulez pas faire Alt, vous avez en bas le bouton qui permet de protéger une zone et vous avez affiché le masque pour afficher ici en blanc ce qui est sélectionné, en noir ce qui ne l'est pas, et vous pouvez voir du coup d'un coup d'œil la zone qui est prise par le masque de votre réglage local. Parmi les améliorations de Photolab 5, on a Deep Prime, donc le moteur de correction de bruit, d'atténuation du bruit, ou même on peut le dire de suppression du bruit. Donc ce qu'on va faire, c'est que on va prendre une image sous-exposée, voire même très sous-exposée, qui pourrait justifier évidemment de faire une réduction de bruit. Évidemment pour cette vidéo, je vais enregistrer à partir de quelque chose qui est quand même un peu exagéré, donc on va prendre une image en contre-jour, on va l'amener dans personnaliser, donc en gros le module de développement, et on va aller tout simplement booster les basses lumières, ça va faire surgir du bruit, et évidemment on va faire une réduction du bruit. Donc là-dessus, on peut aller chercher tonalité sélective, et on va prendre les ombres, et on va pousser très très fort, et on va pousser aussi les noirs. Vous voyez là, on se rend bien compte qu'on est complètement dans l'amplification du signal. Ça a été fait avec un OSR, mais à ce niveau de sous-exposition, évidemment, on a énormément de bruit. Donc voilà, j'espère pas tirer quelque chose de bien de cette photo, évidemment, mais c'est juste pour vous montrer que on va partir d'un fichier où la réduction du bruit va être très visible. Donc si je zoome, on va se mettre à la taille 1 pour 1. Voilà, vous voyez que le bruit est absolument monstrueux. Donc on va aller chercher sur la droite l'onglet détail. Donc, hop, c'est le troisième. On va prendre l'outil de débruitage que l'on va mettre en Deep Prime. On va lui dire de viser ici, la zone. Tac. On va se mettre par là, histoire d'avoir un peu de tout. On va lui faire rafraîchir et vous voyez que ça fait quand même un job vraiment pas mal. Pour moi, c'est quand même le meilleur algorithme de débruitage. J'en ai testé vraiment un paquet et Deep Prime, c'est vraiment le meilleur résultat. Donc en fait, la promesse, c'est que ça va 4 fois plus vite, mais ça va 4 fois plus vite à l'export. Donc on va exporter cette image et on va tout simplement chronométrer. Donc je vais exporter cette image en TIFF 16 bits, histoire d'être vraiment dans quelque chose qui s'en rapproche le plus possible d'un vrai flux de travail. Hop, on mesure l'exportation. Donc je vais prendre de quoi mesurer et je vous retrouve juste après. On va en fait faire la même chose évidemment avec DxO Photolab 4. Hop, voilà, donc du coup j'ai fini l'exportation, ça a pris 14 secondes, donc c'est, pour information, c'est vraiment pas beaucoup pour une image qui est quand même assez volumineuse. Et on va aller dans DxO Photolab 4, donc c'est l'image 2965. On va aller chercher 2965 qui est un peu plus bas.
hop, on descend, donc elle doit être par là, la 2965. Vous voyez qu'il y a le TIFF d'ailleurs qui vient juste d'être créé. Hop, c'est celle-là, et on va cliquer sur personnaliser. On va aller chercher le troisième onglet, on va activer Deep Prime. Alors juste avant quand même, on va quand même booster les ombres. On était à 100%, il y avait un peu sur les noirs aussi, je me souviens plus. Je crois qu'il n'y avait pas grand chose hein, sur les noirs. Quand on revient hop, au développement, 100 et 2. Ouais, il n'y avait vraiment pas grand chose. 100 et 2 dans DxO Photolab 4. On va activer donc le troisième onglet. J'ai mon truc d'abord. Hop, ici, des notifications. Je ne peux pas l'activer. On va aller chercher Deep Prime. Et on va aller chercher exporter vers le disque. Et on va avoir aussi le TIFF 16 bits. Et on va cliquer sur exporter. Et je lance le chrono. On va mettre utiliser les noms uniques. Pour ne pas écraser, et c'est parti. Donc voilà, l'exportation c'est terminé, et on a mis en fait le double, 30 secondes pour exporter exactement la même image avec les mêmes réglages. Donc la promesse c'est que c'est jusqu'à 4 fois plus rapide, donc jusqu'à 4 fois, je pense qu'évidemment ça dépend beaucoup de la puissance qui va être donnée à l'algorithme, on va dire à quel réglage on va utiliser, et évidemment des différents fichiers bruts, donc à partir de quel capteur, je sais pas, par exemple sur les capteurs X-Trans de Fuji, qui sont d'ailleurs supportés maintenant dans Photolab 5, c'est une des grosses nouveautés pour les possesseurs de boîtiers Fuji. Peut-être que s'il faut c'est plus rapide là-dessus, j'ai pas pu tester, en tout cas sur le premier fichier que je prends c'est x2, et ça c'est notable quoi, c'est-à-dire que j'ai pas mesuré x4 comme le dit la promesse, mais je pense que déjà de voir tout de suite un x2, ça prouve qu'on n'est pas dans le marketing quoi. S'il y avait eu un 15%, pour moi ça aurait été de la marge d'erreur. Donc on peut quand même se réjouir, x2 c'est quand même pas rien, et évidemment sur un Mac M1, hein, c'est-à-dire en gros qui tire parti de la nouvelle architecture Apple Silicon, et avec les dernières machines qui sont annoncées, en tout cas au moment où j'enregistre cette vidéo, on peut s'attendre à des améliorations de performance assez importantes pour les photographes qui utilisent DxO Photolab. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo sur les nouveautés de DxO Photolab 5. Vous pouvez retrouver toutes mes autres formations sur tuto.com. Il suffit de taper tuto.com et ensuite dans le moteur de recherche de taper tout simplement mon nom, Julien Ponce, attaché ou avec un espace. Vous tomberez automatiquement sur toutes mes dernières formations. Vous pouvez les trier par formation complète, en promotion, évidemment voir tous les tutos gratuits et bien sûr trier par tous les logiciels sur lesquels j'ai pu proposer des formations. Je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Merci, bye bye.